Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine ordonnait à son armée d'envahir l'Ukraine. 4 ans plus tard, la guerre fait toujours rage sur le sol ukrainien. L'Ukraine amputée d'une partie de son territoire et où la paix semble toujours aussi difficile à trouver. Entre aide à l'Ukraine et sanctions contre la Russie, l'Europe, elle, essaye de trouver sa place dans la résolution du conflit. À l'occasion de ce 4e anniversaire, même si ce terme n'est pas très heureux, Radio tend aujourd'hui son micro à un représentant de la diaspora ukrainienne en France. Bonjour Volodymyr Kogoutiak. Bonjour et merci pour l'invitation. Et merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes vice-président de l'Union des Ukrainiens de France, également vice-président du Ukrainian World Congress, le congrès mondial des Ukrainiens, organisme qui regroupe les représentants des communautés ukrainiennes partout dans le monde. Alors première question, 4 ans après le début de cette invasion russe en Ukraine, quel est votre état d'esprit tout simplement ? Il faut savoir que la guerre à l'est de l'Ukraine, elle a démarré il y a encore 11 ans. Donc c'est vrai que pour nous, les Ukrainiens, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ou c'est juste en fait l'intensité des combats qui a augmenté. Donc nous continuons en fait depuis ces 11 dernières années à la fois en fait à combattre sur la ligne de front, mais à la fois notre diaspora en fait, elle continue justement à soutenir justement l'Ukraine et continue en fait à rassembler des aides partout dans le monde pour soutenir l'Ukraine. Nous, notre état d'esprit reste le même, que ce soit en Ukraine ou en dehors. En fait, on croit en la victoire de l'Ukraine. Et je rappelle que pas seulement là, il y a 4 ans que la Russie disait que cette guerre allait se terminer dans 2-3 semaines. Je rappelle qu'encore en 2014, quand ils ont récupéré, donc ils ont volé la Crimée et ils sont attaqués à l'est de l'Ukraine, ils disaient déjà en fait à cette période en fait que ça allait durer quelques semaines et il n'y aura plus d'Ukraine. Finalement, 11 ans plus tard, l'Ukraine existe. Elle est encore plus forte et nous avons un soutien immense du monde entier en fait qui nous soutient, qui nous aide à tous les niveaux. Vous êtes en France, Volodymyr Kogoutiak, depuis plus de 20 ans. Vous êtes arrivé à l'âge de 10 ans, mais vous avez encore de la famille sur place en Ukraine. On l'imagine aussi des amis. Comment eux, sur place, ils vont ? Écoutez, ils vont très bien. C'est vrai que là, en ce moment, la période est extrêmement dure. Aujourd'hui, donc en France, il fait chaud. En Ukraine, il y a encore de la neige. Et nous avons malheureusement en fait très peu d'électricité, même si nous avons reçu énormément de soutien du monde entier, y compris de la France, pour justement alimenter les différentes villes. La Russie a bombardé donc les différentes centrales, ce qui fait qu'il y a encore quelques jours, on avait des immeubles où il faisait dehors, -20, et des gens en fait qui vivaient justement dans ces immeubles sans électricité, sans eau, à -20 de température. Je rappelle que exactement dans la même période, les conseillers de Poutine ont rencontré des conseillers de Donald Trump et ont demandé justement à ce que le soutien à l'Ukraine reste affaiblisse ou reste stable, mais en tout cas n'augmente pas puisque l'Ukraine allait plier en fait dans quelques jours. Nous allons les chaleurs qui vont arriver d'ici quelques jours et la Russie, une fois de plus, n'aura pas réussi à faire plier l'Ukraine. On va parler effectivement de ces négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie avec cette médiation par les États-Unis. Mais pour revenir à la situation sur place, est-ce que malgré la situation que vous avez décrite, ces températures très froides, est-ce qu'il y a toujours l'espoir que tout cela se termine plus ou moins rapidement? Il y a, vous savez, toujours de l'espoir quand je parle avec mes grands-parents ou des amis que j'ai encore en Ukraine. C'est vrai qu'il y a toujours cet espoir-là. Après, on n'est pas naïf en quelque sorte et on comprend tout à fait en fait la situation actuelle et on comprend que la guerre ne va pas se terminer du jour au lendemain. Déjà, il faut comprendre que si Poutine n'est plus là, la guerre ne se terminera pas parce que c'est pas la seule personne en fait qui est responsable de cette guerre. Et puis, il faut comprendre aussi que l'intensité des combats ne faiblit pas et que finalement la Russie voudra continuer cette guerre et l'Ukraine, il faudrait qu'elle puisse continuer à se défendre. Donc depuis 11 ans, nous continuons à nous battre et nous sommes prêts à continuer encore. Peu importe en fait ce que ça va nous coûter. Pourquoi je dis ça? Puisque nous avons beaucoup de négociations, des débats aujourd'hui sur est-ce qu'il faudrait rendre des territoires autres. Et c'est là où on sait qu'on peut donner des territoires à la Russie, on peut en fait donner plein de choses, mais on comprend, on n'est pas naïf, on sait que ce n'est pas ça ce qui arrêtera la guerre. Qu'est-ce qui arrêtera justement la guerre pour vous? On aura l'occasion d'en reparler, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter cette guerre?
Il faut bien évidemment énormément de choses que l'Union européenne et surtout les États-Unis qui pourront apporter, notamment au niveau des sanctions, plus d'armes défensives et offensives bien évidemment à l'Ukraine. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est justement une victoire de l'Ukraine en fait et faire de sorte que la Russie perde cette guerre. Pourquoi je dis ça? Puisque si nous réfléchissons, nous passons un peu sur l'histoire et nous pensons à la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a arrêté Hitler, ce n'est pas en fait une négociation, ce n'est pas une lettre, ce n'est pas une manifestation. Ce qui a été arrêté Hitler, c'est justement le fait que les Européens, les Américains se sont mis ensemble pour mettre un terme à cette guerre. Ici, nous, en Europe, on fait cela et c'est pour cela que nous demandons en fait à ce que l'Union européenne s'engage davantage et envoie des troupes sur le sol de l'Ukraine. Quand je parle des troupes, c'est pas sur la ligne de front, c'est dans les différentes villes. Ce sera déjà un signe pour la Russie en fait que l'Ukraine n'est pas seule et que finalement, s'ils voudront aller encore plus loin, il faudra affronter aussi les Européens. On évoquera effectivement le rôle de l'Union européenne et des Européens dans la résolution de ce conflit. Je le disais pour commencer cette interview, vous êtes vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens. Vous représentez à ce titre la diaspora ukrainienne en Europe de l'Ouest. Comment cette diaspora dont vous faites partie, elle s'active aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions? Donc nous avons différents types de diaspora. Nous avons tout d'abord en fait des gens qui sont nés dans les différents pays, qui font encore partie de la diaspora ukrainienne. C'est ceux qui créent des associations comme l'Union des Ukrainiens de France qui a été créée en 1949 encore. Et ils créent des associations, ils restent toujours actifs, même si très souvent ça reste des personnes âgées, mais qui restent toujours actifs et qui organisent des différents concerts ou différents événements. Nous avons également en fait des gens qui sont venus pour des problèmes économiques, plutôt dans les années fin 90, début 2000, qui sont là et qui aujourd'hui ont très souvent la nationalité déjà française ou européenne et autres, et qui connaissent les langues dans les pays qu'ils se trouvent et qui sont très actifs. Et bien évidemment, nous avons toutes ces personnes-là qui sont venues depuis 4 ans en Europe et on remercie une fois de plus et la France et l'Europe justement de les accueillir et d'aider toutes ces personnes-là depuis déjà 4 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que aussi bien la première vague, la deuxième vague ou la troisième vague de cette migration, en fait, ils travaillent ensemble aujourd'hui pour organiser des différents événements, pour rencontrer des politiques et tout simplement pour faire vivre la voix de l'Ukraine en dehors de l'Ukraine. Et celles et ceux justement qui sont arrivés après l'invasion russe il y a 4 ans, aujourd'hui, comment ils se sentent en France, comment ils ont été intégrés finalement à la société française? Alors, ils se sentent très bien. Il faut comprendre que l'Ukraine est un pays européen. Donc, c'est vrai que à part des changements comme le changement linguistique ou autre, ça reste globalement des villes et des modes de vie sur lesquels les gens sont déjà habitués. Mais c'est vrai que ça a permis aux gens, en fait, d'apprendre une nouvelle langue et de s'adapter depuis 4 ans, justement, à la France ou à un autre pays européen. Nous avons beaucoup de personnes. Nous avons en France 130 000 personnes qui sont arrivées, 65 000 qui restent aujourd'hui. Et sur les 65 000, nous avons donc la plupart des gens qui ont déjà retrouvé un emploi, qui très souvent c'était aussi des étudiants. Je rappelle que c'était les femmes et les enfants en général qui venaient. Donc les enfants ont été scolarisés. Nous avons bien évidemment des femmes qui ont retrouvé un travail. Nous avons bien évidemment des étudiants qui ont pu soit étudier et continuer, soit ils ont déjà fini les études et ils ont un appartement et un travail aujourd'hui. Peut-être la seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment nous allons faire de sorte de faire revenir justement tous ces gens-là en Ukraine. Et moi, j'ai toujours cet exemple quand j'étais à la mairie de Bordeaux il y a 1 an, et on avait un débat devant l'adjointe au maire sur place, que moi je disais qu'il faut absolument que ces gens de la diaspora puissent revenir en Ukraine, et eux ils disaient qu'ils travaillent très bien et qu'ils aimeraient bien en fait qu'ils puissent rester en France. Et eux veulent rentrer dans leur pays. Et eux ils veulent rentrer dans le pays. Malheureusement pour le moment c'est impossible puisqu'il y a toujours des combats. Donc en fait s'ils sont sortis c'est à cause de la guerre. Ils sont prêts à revenir quand la guerre elle sera terminée. Maintenant c'est ce travail-là que nous menons ensemble avec le gouvernement ukrainien. C'est comment à la fin de la guerre, nous allons préparer justement le travail pour que les gens puissent en masse revenir en Ukraine.
On évoque aujourd'hui sur Euradio les 4 ans de l'invasion russe en Ukraine. On en parle avec Volodymyr Kogoutiak, vice-président de l'Union des Ukrainiens de France et vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens. Alors, en 4 ans, il s'est évidemment passé beaucoup de choses dans cette guerre, mais mi-février, une nouvelle rencontre entre dirigeants russes et ukrainiens s'est tenue à Genève avec une médiation par les États-Unis. Ça fait quelques mois maintenant qu'il y a ces pourparlers. Comment est-ce que vous jugez l'avancée de ces discussions autour de la paix en Ukraine ? Entre l'Ukraine et la Russie. Merci pour cette question. Nous ne sommes ni naïfs ni aveugles. Donc, si nous faisons aujourd'hui les négociations, c'est pas parce que nous, en tant qu'Ukrainiens, on y croit. C'est parce qu'on a besoin aussi d'apporter la preuve au monde entier, en fait, que nous sommes prêts à négocier, à parler et discuter de différentes choses. Mais une fois de plus, sur les 11 dernières années de guerre russe sur le territoire ukrainien, nous n'avons jamais vu la Russie respecter un seul accord ou un seul acte, un seul document et une seule signature. Donc, nous ne restons pas naïfs, mais une fois de plus, s'il faut négocier, nous sommes prêts à négocier. Maintenant, toute la question qui se pose, on négocie sur quoi ? Puisque la Russie, par exemple, demande à ce que l'armée ukrainienne sorte du Donbass. Je rappelle, c'est un territoire à l'est de l'Ukraine. Et dans le Donbass, sur les 11 dernières années, donc c'est 2 départements ou 2 oblasts, en disant en ukrainien, et la Russie n'arrive toujours pas à les contrôler entièrement. Et ce que demande la Russie aujourd'hui, c'est que l'armée ukrainienne puisse se retirer. Autrement dit, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre par la force et par la guerre. Ils essayent en fait de le prendre d'une manière diplomatique. Et nous, notre travail, aussi bien de la diaspora que du gouvernement ukrainien, c'est toujours d'expliquer en fait tous ces faits-là et de démontrer en fait qu'à la Russie, une fois qu'elle aura ce territoire, elle ne s'arrêtera pas là. Elle n'a pas fait une guerre sur les 11 dernières années où elle a perdu plus d'1 million d'hommes morts ou blessés, simplement pour avoir 2 petites oblasts qu'on voit même pas sur la carte quand on regarde la carte de la Russie. Si elle fait cette guerre, c'est parce que c'est une guerre qui permet au gouvernement, à tous les oligarques russes, de rester sur place, de mobiliser la population. Et donc, autrement dit, le seul but final de la guerre, c'est la guerre en elle-même. Et quand on comprend cela, on comprend que ce n'est pas forcément par les négociations qu'on pourra arriver en fait à une fin de guerre, c'est uniquement par la force. De toute manière, c'est le seul langage en fait qu'ils arrivent à comprendre en Russie. Pour vous, il n'y a pas de possibilité entre guillemets de trouver un accord comme ça en tant que tel sans effectivement victoire militaire de l'Ukraine. Tout à fait, et je pense que c'est la plus grande erreur que fait aujourd'hui Donald Trump, qui pense qu'il est possible de trouver un accord et qui ne met toujours pas en fait la pression sur la Russie. Ce qu'on voit depuis les 11 dernières années, c'est toujours la même chose. On essaie de faire des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Je rappelle qu'on a eu même des accords de Minsk et d'autres signatures, des choses en fait, des avancées qu'on a essayé de faire. Et on voit que ça ne fonctionne pas. On voit que la Russie ne veut toujours pas en fait faire des pas positifs en fait vers la paix. Et du coup, on décide de mettre la pression sur l'Ukraine. Et on dit à chaque fois que pourquoi l'Ukraine ne veut pas rendre des territoires, pourquoi l'Ukraine ci, pourquoi l'Ukraine ça. Nous, on essaye d'expliquer, et le gouvernement ukrainien fait exactement la même chose, que ce n'est pas l'Ukraine qui a déclenché cette guerre. Ce n'est pas l'Ukraine qui est responsable de cette guerre et ce n'est pas à la victime en fait de se justifier pourquoi et du comment. Les seuls qui peuvent aujourd'hui arrêter la guerre, ce n'est pas les Ukrainiens, ce sont les Russes. Ils sont capables de le faire et je rappelle que Poutine demain, en 1 minute, s'il souhaitera, il peut retirer les troupes et arrêter cette guerre. La seule question, c'est comment on met la pression à Poutine pour qu'il le fasse. Alors, comment on met la pression à Vladimir Poutine pour qu'il arrête cette guerre ? C'est la question que se pose aussi l'Union européenne, évidemment. Il y a l'aspect prêt à l'Ukraine, prêt financier, aide sur les troupes, on va y revenir, mais il y a aussi l'aspect sanctions envers l'Ukraine. 19 paquets de sanctions depuis février 2022. Est-ce qu'elles ont été suffisantes, ces sanctions envers le pouvoir ukrainien, pouvoir politique et pouvoir russe, pardon, excusez-moi du lapsus. Est-ce que ces sanctions ont été suffisantes envers la Russie, selon vous ? La petite musique qu'on entend du Kremlin, et on l'entend depuis, je rappelle, 2014 encore. À partir du moment où on a commencé à avoir les premières sanctions envers la Russie, ce que les sanctions ne font rien. Et de toute façon, si on peut continuer à en faire, on se fait du mal seulement à nous, aux Européens, aux Américains, mais pas à la Russie. Toutefois, si on regarde aujourd'hui de près les chiffres économiques de la Russie, si on regarde en fait les discussions internes en fait qui se mènent dans le bureau du président russe ou des différents
différents experts internationaux qui parlent, on voit que cette année est une année décisive pour voir si la Russie, en tant qu'empire, pourra survivre. Autrement dit, aujourd'hui, si on continue justement à impliquer des sanctions et à les garder, il y a un grand risque à ce que justement l'Empire russe puisse commencer à s'effondrer. Et je rappelle que ce n'est pas quelque chose d'utopique en fait, que ce que je suis en train d'expliquer. Sur les 100 dernières années, l'Empire russe a éclaté 2 fois. La première fois en 1917, quand du jour au lendemain on est passé en fait d'un pays où il y avait des tsars à un pays communiste, et la deuxième fois en 1991 où on nous expliquait que c'est le pays où économiquement tout va très très bien, et du jour au lendemain on a compris en fait que le pays s'effondre, l'empire s'effondre complètement. Donc ce ne sera pas la première fois en fait que ça puisse arriver. Et d'ailleurs le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé l'Europe à prendre des sanctions encore plus sévères. Je cite ce qu'il a dit auprès du Parlement européen il y a quelques jours: exclure les banques russes d'Europe, réprimer l'évasion des sanctions et la flotte fantôme de Moscou, et même interdire l'entrée en Europe des criminels de guerre russes. Aujourd'hui, il y a un 20e paquet de sanctions qui doit être adopté, mais qui bloque à cause notamment de l'opposition de la Hongrie. On sait que le président Viktor Orban est proche de Vladimir Poutine. Vous pensez, est-ce que vous craignez que ces oppositions peuvent remettre en cause le soutien de l'Europe à l'Ukraine? Ils essayent toujours de le remettre en France. Et je rappelle qu'il ne faut même pas aller en Hongrie. On a en France en fait l'extrême gauche et l'extrême droite qui soit restent neutres, soit très souvent essayent de bloquer les différentes aides ou sanctions pour l'Ukraine ou sanctions contre la Russie. Donc c'est vrai qu'il y a des différents soutiens historiques même que la Russie garde partout en Europe, et je pense que ils continuent à jouer sur un fait très très simple, que nous restons des pays démocratiques. Mais nous disons toujours qu'il faut continuer en fait à garder le travail et le rythme que nous gardons aujourd'hui. Si les soldats ukrainiens, dont certains combattent depuis 11 ans déjà, peuvent continuer à combattre, nous ici on peut continuer à les soutenir de loin. Et jusqu'à quel point il faut que l'Europe s'engage à aider l'Ukraine, notamment pour aider son armée? On sait que l'Europe a aidé l'Ukraine à hauteur de presque 200 milliards d'euros depuis 2022, notamment pour l'armée. Cet effort, il faut qu'il soit encore plus important, que l'Europe s'engage un peu plus, y compris militairement, dans le conflit? Bien évidemment, mais une fois de plus, ce n'est pas l'Ukraine qui le demande en fait. Il faut regarder à quel point la Russie devient dangereuse sur les dernières années. Et l'Europe en fait doit donc se renforcer pour montrer à la Russie qu'elle est forte, et qu'il ne faut pas que la Russie n'aura pas de chance si jamais elle décide un jour en fait de s'attaquer à des pays comme l'Estonie ou Lettonie ou la Pologne. Donc en fait ce n'est plus un démon de l'Ukraine. En fait, il s'agit plus de le voir comme cela où il faut soutenir l'Ukraine. Il faut plutôt le voir que aujourd'hui la sécurité de l'Europe est en Ukraine, et que tant que les soldats ukrainiens se battent, les soldats russes se battent uniquement en Ukraine et pas sur d'autres territoires. Et oui, il faut renforcer les aides, oui, il faut montrer la force, mais il faut continuer justement à démontrer à la Russie que ici nous sommes forts, parce qu'une fois de plus, le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la force. Et d'ailleurs, l'Ukraine est toujours candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Pourquoi cette adhésion, elle serait importante pour votre pays? Tout d'abord, je rappelle que le début de la guerre russe en Ukraine, c'est 2013-2014, et 2013, c'est la révolution de Maïdan, et le moment où les Ukrainiens en fait demandaient à leur président qui a fui le pays, Yanukovych, de signer les premiers documents en fait pour rejoindre l'Union européenne. Et à ce moment-là, il y avait donc des soldats ukrainiens en fait dans le Berkut, donc les CRS plutôt ukrainiens, qui tiraient sur la population sur la place Maïdan. Et ce qui était extraordinaire de voir justement sur cette place, c'est que certes, il y avait des drapeaux ukrainiens, mais il y avait des drapeaux européens. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'on voit des gens avec le drapeau européen sur lesquels on tire dessus et qui meurent avec le drapeau non pas national mais de l'Europe dans les mains. Et je pense que c'est l'exemple le plus simple pourquoi pour nous c'est si important de rejoindre l'Union européenne. Ce n'est pas une question en fait de économique ou autre, c'est une question des valeurs, et des valeurs que nous avons défendues par le sang en 2013 encore, et que nous continuons à garder et à défendre aujourd'hui. Pour terminer, Volodymyr Kogoutiak, comment vous voyez l'avenir à court terme et à moyen terme pour l'Ukraine?
Pour l'Ukraine, l'importance, ça va être justement de continuer à être exactement comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas se poser des questions et continuer à se battre à tous les niveaux, que ce soit militaire, que politique ou autre. Et ce qui va être très important pour nous, c'est justement cette question, comment nous allons faire pour faire revenir les gens une fois qu'on aura réussi à mettre un fin à cette guerre et permettre à l'Ukraine de la gagner. Le combat continue donc, vous nous l'avez dit, Volodymyr Kougoudiak, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Union des Ukrainiens de France et également vice-président du Ukrainian World Congress. Encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio.